Au sommaire de ce journal, conseil de cabinet élargi du ministère en charge de l'éducation nationale, le système managérial sera marqué par de la rigueur. Il faut connaître le nombre exact des agents. Des sanctions sont déjà prévues pour ceux qui s'absentent dans l'illégalité. Près de 200 personnes sont concernées. Et puis, les APE, les associations des parents d'élèves, sont-elles des cavernes d'Ali Baba? C'est ce que leur reprochent de nombreux acteurs du système éducatif. Où va l'argent des fonds récoltés auprès des élèves? Coup de projecteur sur leur fonctionnement dans ce journal, dans notre semaine éducation. Voilà pour le sommet, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec le Conseil des ministres de ce 30 octobre. Au menu, plusieurs décrets adoptés, dont un concernant la prise en charge financière d'agents spécifiques du ministère en charge de l'éducation nationale. Un conseil des ministres qui a également adopté plusieurs rapports, comme vous pouvez le constater. Je vous propose d'écouter à présent le compte rendu du ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguino. Au titre des rapports qui ont été adoptés, j'aimerais m'arrêter sur quelques-uns. Le Conseil a marqué son accord en ce qui concerne le ministère de l'Économie et des Finances sur le processus d'évaluation de l'étude nationale prospective Burkina 2025. La loi oblige donc 5 ans avant la fin de cette étude-là de pouvoir engager cette évaluation afin donc de vérifier le processus de formulation de l'étude, d'évaluer l'état de mise en œuvre des produits de cette étude nationale prospective Burkina 2025 et de dégager les constats, les conclusions et les recommandations pour orienter l'élaboration d'une nouvelle étude nationale prospective et des futures politiques publiques. Toujours au titre donc du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, adopter un décret portant prise en charge financière des prestations spécifiques des agents du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ce décret vise à combler le vide juridique en ce qui concerne les prises en charge financières servies entre autres aux maîtres conseillers, aux maîtres titulaires de classes multigrades, aux professeurs principaux et aux professeurs chefs d'atelier, aux participants aux conférences et aux journées pédagogiques. On enchaîne avec le secteur de l'éducation encore, notamment ce conseil de cabinet élargi du ministère en charge de l'éducation nationale. Face à ses collaborateurs, Stanislas Ouaro a insisté sur la qualité du management. Visiblement, la fermeté sera démise désormais. Le ministre annonce déjà les couleurs. Près de 200 agents pourraient être licenciés pour absence non justifiée. Le compte rendu de Rémi Lambert-Nibier. L'année scolaire 2019-2020 au ministère de l'Éducation nationale doit rimer avec qualité du management et rigueur. Et pour cela, le professeur Stanislas Ouaro ne compte pas tolérer l'absentéisme constaté au sein du corps enseignant. Nous avons identifié environ 200 agents du ministère en charge de l'éducation qui sont en situation irrégulière, d'absence irrégulière. Et nous avons donc fourni les différents éléments. Nous avons expliqué à nos collaborateurs comment il faut procéder dans ce cas de figure-là pour les questions de mise en demeure, jusqu'au licenciement, le cas échéant. Et donc, ces éléments ont été donnés pour qu'ils puissent procéder donc justement au communiqué de mise en demeure, partout où cela est vérifié, de façon à nous permettre d'assainir davantage notre ministère en matière de gestion du personnel. À ses collaborateurs, le ministre en charge de l'Éducation nationale réclame également des efforts pour parvenir à une maîtrise des données. Oui, par exemple, entre le recensement de la fonction publique et le recensement nominatif individuel que nous avons fait, il y a eu un gap d'un peu plus de 1000 agents qu'on ne retrouvait pas. Alors que dans les deux cas de figure, ce sont les services déconcentrés du ministère de l'Éducation qui ont fourni les données aussi bien au ministère en charge de la fonction publique qu'au de la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation. Donc, on a un gap d'un peu plus de 1000 agents. Et donc, ça fait qu'il y a quand même des problèmes. Et entre cela et donc l'opération d'affectation de ces séries, il y a un gap d'une centaine d'agents environ. Donc, il y a toujours une non-maîtrise totale des données. Et ça, ce n'est pas normal. Mais au fur et à mesure, on va affiner avec les outils qu'on met à leur disposition pour avoir des données fiables, de façon à pouvoir planifier le recrutement, la gestion de nos ressources humaines sur le terrain.
Maîtriser les données, mais aussi les remonter diligemment, c'est la nouvelle dynamique dans laquelle les structures du ministère devront s'inscrire. De la remontée donc, des pièces justificatives dans le cadre des dépenses donc, qui sont effectuées parce que malheureusement, par endroit, donc, nous recevons les pièces justificatives très tard et cela bloque le fonctionnement des autres structures parce que pour un certain nombre d'activités, il faut qu'on ait l'ensemble des pièces justificatives de toutes les structures déconcentrées et justifier donc, ce qui a été fait afin de bénéficier d'un déblocage suivant. J'ai pris l'exemple, par exemple, des examens de fin d'année. Je ne peux pas comprendre qu'à la date d'aujourd'hui, certaines structures n'aient pas été capables de nous fournir jusque-là donc, des données. Et même les données relatives donc, au rapport de fin d'année scolaire passée. On a des structures qui, jusqu'à présent, ne nous ont pas fait parvenir les rapports de fin d'année scolaire 2018-2019, alors que nous sommes donc en pleine année scolaire 2019-2020. Et cela n'est pas normal. Donc, ces orientations ont été déclinées 2 jours durant aux chefs des directions déconcentrées et aux gestionnaires des projets et programmes du ministère pour une large diffusion. À travers ce deuxième conseil de cabinet élargi, le ministre en charge de l'Éducation nationale entend impliquer davantage ses collaborateurs dans le management du ministère et instaurer la communication comme l'un des principes fondamentaux de sa gestion. Et la transition est toute trouvée, la semaine de l'éducation. C'est maintenant. Troisième dossier de notre série consacrée au monde de l'éducation. Ce soir, nous levons le voile sur le fonctionnement des APE, les associations des parents d'élèves qu'on retrouve dans les écoles primaires, les lycées et les collèges. Elles sont financées par des cotisations annuelles des élèves. Le plafond est fixé à 5 000 francs CFA par l'État. Mais problème, certaines APE vont jusqu'au double voire au triple de cette limite. À cette anormalité s'ajoute cette question: où vont les fonds de ces APE? C'est le grand format de ce journal. Il est signé Luc Pabelgem. Avec 31 classes et plus de 1950 élèves, le lycée provincial de Nouna est un des plus grands établissements de la région de la boucle du Moun. En cette rentrée 2019-2020, proviseurs et bureaux APE, l'association des parents d'élèves du lycée, sont à couteau tiré. La cause, 2 nouvelles classes ouvertes, mais sans table-banc. En attendant que l'État équipe ces 2 salles de classe, le proviseur estime que le bureau APE pourrait s'en charger. Toute chose que n'entend pas de cette oreille, le dit bureau. D'abord, nous avons été notifiés par le proviseur. En tout cas, il nous a exprimé le besoin de table-banc pour pouvoir équiper un certain nombre de classes. Et suite à ça, nous avons eu une rencontre du bureau avec le proviseur et son équipe pour discuter. Mais vous savez comment fonctionne l'APE. L'APE fonctionne avec les cotisations. Donc l'APE ne peut pas anticiper s'il n'a pas de cotisation. Côté proviseur, on part au plus urgent. Les cours ne nécessitant pas une présence en classe comme ceux de l'EPS, l'éducation physique et sportive, sont dispensés d'abord. Nous avons des rapports de bonne collaboration parce qu'ils nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Dans la mesure de leurs possibilités. Voilà, donc nous les aidons à recouvrir les frais APE et quand il y a des problèmes qui se posent, donc nous nous asseyons et ils font ce qu'ils peuvent faire. Si l'APE est vue comme une solution pour équiper des classes, c'est qu'elle a des ressources. Ces ressources proviennent essentiellement des cotisations fixées à 5 000 francs CFA par élève pour cette année scolaire au lycée provincial de Nouna. L'APE vient en soutien aux établissements. Et ce que l'APE apporte, je dirais pas que, en tout cas, c'est 100%, mais je pense qu'on voit les traces. En termes de bancs, l'APE intervient. En termes même d'organisation au niveau des établissements, en termes de propriété, vous allez voir par-ci, par-là, l'APE intervient. Les APE sont considérés comme une caverne d'Ali Baba au Burkina. Les mêmes bureaux peuvent durer plusieurs années, parfois sans bilan ou avec des membres n'ayant aucun parent dans l'établissement. Oui, je pense qu'en fait, là, c'est vraiment une compréhension
je crois, de travers. Vous savez très bien quelles sont les difficultés que nous avons au niveau de nos établissements. Nous sommes actuellement au Burkina Faso dans une campagne d'éducation, en tout cas du maximum. Et je pense que le système lui-même, s'il n'est pas accompagné, il ne pourra pas tenir par rapport au nombre d'enfants qui doivent être éduqués conformément, en tout cas, à la vision que le pays se donne. Les associations des parents d'élèves peuvent être considérées comme la caverne d'Ali Baba. Que ce soit du primaire au secondaire, c'est les mêmes scénarios. Vous voyez, il y a des bureaux, il y a des APE. Lorsqu'ils viennent pour le bilan, c'est le directeur d'école qui fait le bilan. Vous comprenez? Il y a des assemblées générales où, par exemple, le directeur vient et c'est lui qui menace les parents d'élèves pour qu'ils payent parce qu'il veut supporter la vacation. Vous imaginez, c'est assez gravissime. Je connais des bureaux d'APE vieux de plus de 5 ans, de 10 ans, après leur premier mandat ou bien leur deuxième mandat, et qui n'ont aucun enfant, aucun élève dans un établissement. Badio fait partie des activistes à avoir levé le voile sur les cotisations anarchiques et exorbitantes imposées par les bureaux APE au Burkina. Ces cotisations, pourtant régies par une loi, sont obligatoires, surtout dans les régions. On continue toujours les publications, notamment en août, de juillet 2018 à septembre 2018. Les faits étaient là. Il y avait des faits de détournement, mauvaise gestion de l'APE. Il y avait les frais APE qui étaient exorbitants, qui ne profitaient pas directement aux parents d'élèves. Mais au lycée départemental de Koloko, jusqu'à ce que je quitte, et ça est toujours en vigueur, aucun élève n'est inquiété parce qu'il n'a pas payé de cotisation APE. Mieux, la cotisation APE qui était à 15 000 francs en 2017 et 2018, bon, parce que tout simplement l'indignation était vraiment nette et que les réseaux sociaux ont apporté leur contribution, elle a été vue à la baisse juste avant la rentrée, sans consulter l'Assemblée générale. Vous voyez. Donc, autour de septembre, ils se sont vus rapidement et ils ont amené ça à 12 500, qui était toujours supérieur à la norme. À la faveur de chaque rentrée scolaire, l'Union nationale des associations des parents d'élèves du scolaire rappelle aux différents bureaux APE de se tenir au respect strict des textes pour arrêter les cotisations. Malheureusement, l'anarchie est toujours de mise dans le domaine et des établissements vont même au-delà des 5 000 francs CFA pourtant fixés comme plafond en la matière. Éducation encore et formation notamment, surtout formation adaptée aux exigences des entreprises pour une meilleure employabilité des jeunes. C'est l'une des solutions pour atteindre l'idéal d'un emploi décent pour cette frange de la population selon l'ONG Spong. Elle l'a signifié au cours d'un atelier sur le sujet. Archimède Boy pour le compte rendu. Certains sont attentifs, d'autres prennent des notes. Les acteurs étatiques, privés et de la société civile discutent des mécanismes pour promouvoir l'emploi décent des jeunes. Un atelier qui rentre dans le cadre du projet Job Booster. Nous pensons que Job Booster est une expérience qui marche parce que Job Booster amène une autre vision, une autre façon de voir la promotion de l'emploi, que l'on ne fasse pas des formations pour des formations, mais que l'on adapte les formations aux besoins du marché. Et le travail de dialogue que nous faisons régulièrement pour voir quel est le besoin du marché, quels sont les secteurs qui ont besoin de compétences plus affinées, afin que les centres qui offrent les formations puissent adapter et intégrer aussi dans leur module les compétences nécessaires. Donc, oriente, à notre sens, l'offre de Job Booster en termes de formation en fonction des besoins. Et Job Booster, comme je disais, c'est de la formation, mais c'est de l'accompagnement pour l'employabilité. Le Forum national de l'économie informelle et le Forum national des jeunes sont les récents événements organisés par le ministère en charge de la jeunesse. À travers ces activités, le dit ministère crée des cadres pour discuter des questions de l'employabilité des jeunes. Et ce n'est pas tout.
nous sommes en train de mettre en place l'Agence nationale de formation professionnelle qui va définir effectivement une orientation dans le domaine de la formation professionnelle en vue d'adapter cette formation par rapport aux besoins de nos sociétés, effectivement aussi par rapport aux besoins de l'emploi décent des jeunes. En dehors de cela, il y a d'autres initiatives comme une forme de formation intensive et de courte durée qui sont en train d'être mises en place et d'être développées effectivement par le ministère de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Si on ajoute à cela effectivement le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui sont sorties des grands événements majeurs que sont le Forum national de l'économie informelle et le Forum national des jeunes, je pense qu'on peut effectivement constater très bientôt des résultats concrets et tangibles effectivement au niveau de la promotion de l'emploi des jeunes. Selon le Bureau international du travail BIT, la notion de travail ou emploi décent renvoie à la possibilité d'exercer un travail productif et convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur le lieu de travail et d'une protection sociale pour sa famille. Un emploi décent qui passe aussi par une formation appropriée, je vous le disais, formation sans laquelle les entreprises sont privées de main-d'œuvre qualifiée. Une difficulté de plus pour le secteur privé. Mais les vrais problèmes pour ce secteur sont d'autres, infrastructurels et énergétiques, sans oublier les difficultés d'accès au financement. C'est ce qu'a révélé une étude menée par la Banque mondiale et la SFI sur l'environnement du secteur privé au Burkina. Le rapport a été présenté aux acteurs concernés hier. Le compte rendu de Archimède Boy. Un présentateur et une assistance attentive. Le rapport faisant le diagnostic du secteur privé burkinabé est présenté aux acteurs de l'économie. Un diagnostic qui révèle plusieurs mots. Les coûts de l'électricité, les coûts de la logistique sont parmi les plus importants, mais aussi la formation professionnelle et aussi l'environnement de business en général, le renforcement des contrats, un bon paiement des impôts et l'accès au financement, qui est aussi, surtout pour les PME. Je pense que ce sont les 4 contraintes qui sont les plus importantes. Le ministre en charge de l'économie reconnaît que l'accès au financement pour les porteurs de projets reste une difficulté. Il expose les solutions du gouvernement pour y remédier. Le problème de l'accès au financement est une réalité. Vous savez qu'avec le gouvernement et bien sûr avec le partenaire, nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place un certain nombre d'institutions. Vous avez suivi la création, par exemple, de la Banque agricole du Faso, qui va véritablement aussi prendre en charge toutes les questions liées, bien sûr, à l'amélioration des investissements et du financement du secteur agricole. Vous avez aujourd'hui, en ce qui concerne les PME-PMI, nous avons redynamisé ce que nous appelons la Société financière de garantie SOFIGI, où nous avons mis des lignes de crédit. C'est là, nous venons de signer la convention avec la Banque mondiale, donc qui va permettre justement d'apporter des garanties donc, au profit du secteur privé. Ce rapport confirme que dans le secteur de l'énergie, le Burkina Faso a l'un des coûts du kilowattheure les plus élevés de la sous-région. Sur ce point, le ministre de l'économie passe la balle à son homologue de l'énergie. Bon, comme vous avez la chance que le ministre en charge de l'énergie est là. La patate chaude, d'accord. Nécessairement, si nous payons l'énergie avec la Côte d'Ivoire et le Ghana, il va de soi que l'énergie soit plus chère au Burkina Faso que le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Et donc, le gouvernement s'est résolument engagé à investir massivement dans le secteur de l'énergie solaire pour nous permettre de baisser les kilowattheures pour les PME-PMI. Au nombre des principales recommandations de ce document figurent les réformes du climat d'investissement et des affaires, l'examen du cadre réglementaire actuel des partenariats publics-privés PPP et l'amélioration du processus d'appel d'offres concurrentiel. Un comité sera mis en place pour prendre en compte ces recommandations selon le ministre en charge de l'économie, Lassane Kaboré. Elles sont des pans très importants du secteur privé burkinabé. Les entreprises agroalimentaires ont surtout besoin d'un marché de consommation locale assez représentatif. Une caravane de sensibilisation des populations a été menée dans ce sens hier, en prélude à la 10e édition des journées agroalimentaires qui se tiendra du 4 au 11 novembre prochain. Majid Bakouan, Archimède Boy. Consommons ce que nous produisons. C'est le message central de cette caravane de sensibilisation qui a sillonné toutes les artères de la ville de Ouagadougou ce 29 octobre. Une caravane organisée en prélude à la 10e édition des journées agroalimentaires qui se tiendra du 4 au 11 novembre prochain à Ouagadougou. L'objectif est de sensibiliser les populations sur l'importance de la consommation des produits locaux. Aujourd'hui,
à travers la caravane que nous organisons pour inviter toute la population de Ouagadougou et du Burkina à savoir que l'agroalimentaire a été organisé spécialement depuis 2000 pour aider notre population à découvrir les potentialités économiques, agricoles et alimentaires pour notre pays à travers les potentialités dont dispose notre pays. Cette 10e édition des Journées agroalimentaires placées sous le signe de l'excellence s'articulera autour de plusieurs activités. Cette 10e édition va nous permettre de développer ce que nous appelons le village global. Et à travers le village global, les produits nationaux seront présentés. Comment réaliser, par exemple, nos jeunes, nos enfants connaissent ce que c'est que le lait. Mais comment on obtient le lait, ils ne savent pas. Donc nous avons des secteurs d'activité les filières qui vont démontrer ce que c'est réellement la transformation à partir des produits de base. Les produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques, comme nous l'avons dit. Et cela, c'est à travers donc des expériences du village global. En plus de ces activités, le chef de l'État attribuera des prix à des acteurs méritants, question de soutenir l'initiative qui vise à développer le secteur agroalimentaire. On reste dans l'agroalimentaire avec ce projet de valorisation des déchets alimentaires. Il s'agit de récupérer les déchets alimentaires et de les transformer pour l'alimentation de la volaille. L'objectif, c'est de pouvoir ramasser 4 tonnes de déchets alimentaires par jour. Le projet initié par la Fédération des associations des ramasseurs d'ordures ménagères a été lancé le week-end dernier. Alchimède Boy, décidement. Du pain, du riz, des tomates, des choux. Ces aliments étalés sont issus des poubelles des ménages, des restaurants et des établissements hôteliers. Ces femmes, ramasseuses d'ordures ménagères, ont eu l'ingénieuse idée de les récupérer, les sécher et les broyer. Objectif, en faire des aliments pour la volaille. Bon, l'idée est venue premièrement du fait que j'ai constaté que lors des fêtes et les baptêmes, mariages et autres, il y a un gaspillage de nourriture qui est là. Et du coup, on se retrouve avec de la nourriture qui est là, les gens ont utilisé. On ne peut plus reconditionner ça pour remettre dans les frigos et manger après. C'est ça qui a dit, bon, on va essayer de voir avec nos poulets que vous voyez dans le magasin. On a commencé petit à petit à les donner. On a vu qu'ils mangeaient. Et on a contacté les gens qui sont autour de nous, les femmes qui élèvent à la maison. On les a donnés, ils ont amené. On a vu que ça marche. Ce projet de valorisation des déchets alimentaires a reçu l'appui de l'ambassade de France au Burkina Faso. Ce qui nous a motivés, c'est le caractère innovant de cette démarche qui nous permet de nous appuyer sur la société civile burkinabé. Une association a eu l'idée, une très belle idée, d'éviter des pertes dans des collectivités, des restaurateurs, en matière d'ordures ménagères. Opérant à Ouagadougou et à Lumbila, elles se sont assignées pour mission de collecter près de 4 tonnes de déchets alimentaires par jour. Cela représente un chiffre d'affaires d'environ 400 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, cette initiative fait face à des difficultés. Les hôteliers, avant, là, ils nous donnaient de la nourriture là, gratuitement. Mais il y a certains qui se sont rendus compte quand on leur montre la quantité de nourriture qu'on a ramassée chez eux, ils se disent que tout ça, là, s'ils devraient évaluer ça en frais, c'est de l'argent. Et ils nous ont dit qu'au lieu de venir ramasser gratuitement, maintenant, on va nous faire payer. À un moment donné, il faut être chacun dans sa conscience citoyenne et jouer le jeu. Si moi, dans mon domicile privé, je fabrique des déchets et que ces déchets peuvent être utiles à mon jardinier, à la dame qui balaie devant ma rue, eh bien, je vais faire l'effort de ramasser mon bois, de le lui donner ou de mettre mes déchets à disposition de celui qui va les utiliser. Cette cérémonie est marquée par une visite des équipements acquis. La Fédération des associations des ramasseurs des ordures ménagères du Faso regroupe près de 200 membres. Elle œuvre pour la préservation de l'environnement et l'autonomie financière des femmes.
Tout autre chose, 3 jours de rire avec une dizaine d'humoristes venus du Burkina et d'autres pays. C'est du 1er au 3 novembre prochain. C'est une idée du collectif des architectes du rire qui fête 1 an d'existence. Les détails de ce qui est prévu au programme avec Arsène Konditamde. 15 humoristes sont attendus pour prendre part au spectacle Rire en fête du collectif des architectes du rire à l'occasion de ces noces de coton. Les organisateurs promettent un spectacle de folie à tous ceux qui feront le déplacement. Des humoristes burkinabés, mais également des humoristes de renommée internationale, comme le Gabonais Omar Defunzu, l'Ivoirien Agalawal et le Suisse Alexandre Kominek, sont attendus dans la capitale burkinabé. L'ensemble même des humoristes sur un seul événement, donc on s'est dit qu'il fallait trouver un cadre assez grand pour pouvoir contenir le public que nous espérons qui va vraiment sortir. Donc ça c'est le 1er novembre à partir de 20h dans la cour du CIAO. C'est pour ça que nous avons mis les prix d'entrée au niveau du CIAO à 2000 francs CFA. Le deuxième spectacle, ça va être un gala international d'humour que nous allons faire. Donc le gala va se tenir au niveau de l'Institut français le samedi 2 novembre. Rire en fête, c'est aussi du social. Les initiateurs prévoient se tenir aux côtés des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Le dimanche 3 novembre, un spectacle est prévu afin d'apporter un peu de rire dans cet univers carcéral. Le qui se tiendra à la Mako, c'est vraiment pour aller essayer d'apporter le sourire, d'égayer tous les pensionnaires de la Mako, parce que nous savons très bien qu'ils vivent une situation pas du tout facile et que nul, en tout cas sur cette terre, ne peut dire qu'il ne séjournera jamais en prison. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses de la vie et nous ne sommes pas dans le jugement. Nous partons partager un instant de bonne humeur avec eux, nous partons partager de l'humour avec eux, nous partons essayer d'arracher des sourires, des rires avec eux. Donc c'est vraiment passer un moment convivial avec eux. De jeunes humoristes burkinabés vont être sélectionnés pour se produire à Abidjan en mars prochain au cours d'un festival organisé par le Montreux Festival. Rire en fête est parrainé par le ministre en charge de la culture Abdul Karim Sango et Grégoire Fureur, fondateur du Montreux Comédie Festival. Sport pour terminer, 32e tour du Faso. Victoire hollandaise à Koudougou. Peter Merckx arrive premier. Il est suivi de Aziz Nikima. Mais le maillot jaune, lui, reste toujours rwandais avec Moïse Mouchiga. Luc Pabelgem. Attention, un coureur en termine. Il en termine et il est seul. C'est la 3e victoire solitaire sur le Tour du Faso 2019. Le Néerlandais Peter Merckx a franchi seul la ligne d'arrivée à Koudougou. Une victoire qui l'a chippé au fillard de l'étape. Au nombre de 10, ses coureurs vont mener la course depuis Kokologo au premier point chaud enlevé par Mathias Sorgo. Le Burkinabé va être l'homme des points chauds du jour puisqu'il est 2e à Sabou et 1er au dernier sprint intermédiaire. Le capitaine Aziz Nikema, qui préparait un coup pour Mathias Sorgo ou Paul Domon, va revoir ses calculs à quelques kilomètres de la fin. Sur la ligne d'arrivée, on retrouve Aziz 2e suivi de Hamza Mansouri de l'Algérie. Il est encore plus fort. On va essayer d'attaquer le début jusqu'à la fin. Puisque aujourd'hui, j'ai voulu mettre l'occasion sur Mathias parce que comme Bachir il est un peu proche, ils ne vont pas le laisser du tout passer devant. Mais j'ai profité avec Mathias pour l'amener devant. Mais bon, on a essayé de prendre des bonifications. Mais ça n'a pas marché à la dernière minute parce qu'on était épuisés. Donc, mais je pense que ce n'est pas encore fini. L'étape demain qui est longue, donc tout va se jouer demain. Le maillot jaune est encore possible? Oui, tout est possible parce que vous voyez que ce n'est pas. Il reste 4 étapes, donc tout est possible. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a eu à faire une belle échappée. C'est la première fois qu'on arrive à passer comme ça puis venir à l'arrivée. Donc je pense que demain encore tout est possible pour jouer. Les Burkinabés auront fait une mauvaise affaire à cette 6e étape puisqu'ils vont perdre le maillot vert acquis la veille à Waïouguia pour celui qui l'avait laissé, Mohamed Bouzidi de l'Algérie. Moïse Mougisha est toujours maillot jaune et Bachirou Nikiema maillot rose des sprints intermédiaires. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité. Renouvelez demain donc, 19h30, ici même.